Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les délégations officielles se succèdent à la chancellerie saoudienne à Beyrouth. Des messages de soutien à Riyad, salués par l'ambassadeur à Syrie qui a redit l'attachement du royaume au Liban, à sa sécurité et à sa stabilité. En Syrie, régime et opposition acceptent le principe d'un cessez-le-feu qui pourrait prendre effet dès samedi minuit. Mais Damas entend continuer à se battre contre les groupes djihadistes. 2 jours après le passage de Winston, l'aide internationale commence à arriver aux îles Fidji. L'urgence pour les secouristes, joindre rapidement les îles les plus isolées de l'archipel. Les délégations officielles se succèdent à la chancellerie saoudienne à Beyrouth. Des messages de soutien à Riyad, salués par l'ambassadeur à Syrie, qui a redit l'attachement du royaume au Liban, à sa sécurité et à sa stabilité. Philippines de Clermont-Tonnerre. Toute la journée, c'est un véritable millefeuille de délégations et de représentants qui aura défilé à l'ambassade saoudienne. À la tribune, les déclarations en faveur de l'Arabie saoudite se succèdent. اعتذارا كبيرا للمملكة العربية السعودية على الإساءة التي حصلت من وزير الخارجية اللبناني. Nous présentons de plates excuses à l'Arabie saoudite pour l'erreur commise par Gebran Bassil. Le mois dernier, le ministre libanais des Affaires étrangères s'était abstenu d'exprimer la solidarité totale du Liban après le saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Conséquence, l'annonce vendredi par Riyad de la suspension d'une aide de 4 milliards de dollars promise au pays pour moderniser son armée. Réuni hier en urgence, le Conseil des ministres a publié un communiqué consensuel. Objectif, apaiser la colère de la puissance du Golfe. Les visites spontanées que je reçois aujourd'hui montrent les bons sentiments que nourrissent les Libanais à l'égard de l'Arabie saoudite et prouvent que certains propos proférés par des partis qui veulent du mal au Liban ne reflètent pas la nature de ce pays que nous connaissons comme étant ami de l'Arabie saoudite. Mais il faudra sans doute plus que des déclarations de bonnes intentions pour convaincre le parrain saoudien de ne pas lâcher Beyrouth. Ce dernier ne digère pas les distances prises récemment par la diplomatie libanaise. Pour Riyad, ces positions révèlent l'influence croissante de l'Iran sur l'exécutif libanais. Désormais, l'heure est aux tractations diplomatiques pour reconquérir l'Arabie saoudite, avec comme premier médiateur la France. Paris est en effet directement concerné par la suspension du plan d'aide à l'armée. Des entreprises françaises sont censées avoir débuté la construction de nouveaux équipements militaires destinés à la troupe. J'ai dit à Tamam Salam, je lui ai rappelé que le programme d'équipement de l'armée libanaise que la France a décidé de mettre en œuvre avec l'Arabie saoudite a précisément pour objectif d'équiper les forces armées libanaises en vue d'assurer la sécurité de ce pays en toute indépendance. Et je lui ai donc dit que nous poursuivrions notre dialogue avec les autorités saoudiennes d'une part et avec les autorités libanaises d'autre part, afin d'atteindre cet objectif qui est nécessaire pour tous, de protéger le Liban. Un peu plus tôt, l'ambassadeur de France s'est entretenu avec Saad Hariri, le chef du courant du futur, qui a appelé hier les citoyens et la classe politique à signer une pétition de solidarité avec l'Arabie saoudite. Le chef des forces libanaises, Samir Jarja, a estimé ce mardi qu'il préférait que le gouvernement démissionne plutôt que de couvrir les agissements du Hezbollah. Extrait de son point de presse à Maharab. طبعا العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج مهمة جدا جدا بالنسبة لنا. Les relations du Liban avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe sont très importantes, mais je considère que le Liban est encore plus important. L'unanimité affichée lors du Conseil des ministres ne correspond pas à la réalité. Le problème de la politique étrangère du Liban est stratégique et il ne se réglera pas par une déclaration ministérielle. Comment peut-on parler de politique de distanciation alors qu'une partie représentée au gouvernement combat actuellement en Syrie? Le gouvernement doit demander au Hezbollah de se retirer des fronts où il est engagé dans la région. Le mieux serait que le cabinet démissionne et cesse de couvrir des agissements qui nous placent en confrontation avec l'ensemble du monde arabe, l'Arabie saoudite en particulier. Une nouvelle audience du procès de l'ancien ministre Michel Samaha fixée au 10 mars prochain.
Le procès avait repris plus tôt dans la journée à la Cour de cassation militaire devant laquelle l'accusé s'est présenté comme un bouc émissaire, assurant qu'aucune cible n'avait été déterminée. L'ancien ministre accusé d'avoir transporté des explosifs qui lui avaient été remis en Syrie en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012 a été libéré sous caution le 14 janvier dernier après avoir purgé une peine de 4 ans et demi de prison. Sa relaxe a été largement critiquée, notamment dans les rangs du 14 mars. Dans le reste de l'actualité, Alep assiégé sous les bombes russes, des combats à quelques kilomètres de Damas entre rebelles et forces du régime. Le conflit syrien semble s'embourber. L'accord sur le cessez-le-feu trouvé par Washington et Moscou lundi pourrait prendre effet dès samedi minuit. Ce mardi, le gouvernement syrien a prévenu qu'il acceptait le principe de l'accord. Sa condition, qu'il puisse continuer à se battre contre les djihadistes. Christophe Dansette. Ces dernières heures, les combats entre rebelles et régimes continuent, comme ici, dans la région d'Alep. Mais l'espoir d'un cessez-le-feu est là. Il pourrait entrer en vigueur samedi. Vladimir Poutine a appelé Barack Obama avant de s'exprimer à la télévision russe. Aucune action militaire ne sera menée par les forces armées syriennes, les forces russes et la coalition dirigée par les États-Unis dans les zones délimitées. En échange, l'opposition cessera les hostilités contre le régime et les groupes qui le soutiennent. En revanche, la trêve ne concerne pas les groupes terroristes reconnus comme tels par le Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier l'organisation de l'État islamique et le Front al-Nosra. Régime et opposition ont jusqu'à vendredi midi, heure de Damas, pour donner leur accord à ce cessez-le-feu. Damas n'a pas encore répondu. Les rebelles de leur côté se disent prêts à l'accepter, mais posent un certain nombre de conditions, en particulier la levée des sièges des villes syriennes et notamment celui d'Alep, la libération des prisonniers, l'arrêt des bombardements des civils et la livraison d'aide humanitaire. La trêve pourrait durer 2 semaines dans un premier temps, pour être ensuite reconduite. Toute la difficulté sera de veiller à son respect. Un premier cessez-le-feu a été ignoré la semaine dernière. Il devra y avoir une sorte de mécanisme d'arbitrage, peut-être avec des ONG qui vérifient que ce sera respecté sur le terrain. Personne ne nie le fait que ce sera très difficile à contrôler. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie salue ce qu'il qualifie d'avancée. Il espère que les parties se retrouveront très vite à Genève pour poursuivre les négociations de paix, brutalement interrompues juste après avoir commencé il y a 3 semaines. Après l'accord annoncé par Washington et Moscou en vue d'un cessez-le-feu partiel en Syrie, la question de son application est sur toutes les lèvres à Damas. La population locale ne semble pas convaincue. Inès Olagaray. Aux abords de la mosquée des Omeyyades, les rues de Damas sont calmes. Les habitants se demandent si la trêve entrera bien en vigueur, sans trop y croire. Si les Syriens arrêtaient de se battre, bien sûr ce serait génial. Mais ça n'arrivera pas. C'est trop compliqué pour les deux parties. Toutes les tentatives d'un cessez-le-feu permanent ont échoué jusqu'à présent. Ce nouveau projet intervient après la vague d'attentats la plus meurtrière dans le pays depuis le début du conflit. Dimanche, l'organisation de l'État islamique a frappé les villes de Homs et Damas, faisant plus de 150 morts. Si une trêve est bien mise en place, elle ne concernera pas les opérations menées contre le groupe État islamique ou le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. En 5 ans, le conflit syrien a fait plus de 260 000 morts et a poussé la moitié de la population à la fuite. Malgré tout, parmi ces déplacés, certains gardent l'espoir de voir les combats cesser. J'espère que le cessez-le-feu sera mis en place. Pour moi qui ai été déplacé à cause des violences il y a plus de 4 ans, ça voudrait dire beaucoup, pourvu que ce ne soit pas une fausse promesse comme à chaque fois. Si l'accord sur la trêve est approuvé par l'opposition et le gouvernement syrien, les deux camps devront déposer les armes samedi. On vote en Iran cette semaine pour un double scrutin prévu vendredi. Le premier pour renouveler le Parlement. Le second concerne l'Assemblée des experts, autrement dit l'institution religieuse chargée de nommer le guide suprême iranien. La ligne réformatrice d'Hassan Rouhani a-t-elle convaincu les Iraniens ? Eh bien, c'est le principal enjeu de ces élections. Ce mardi à Téhéran, un rassemblement du camp conservateur qui domine le Parlement sortant et qui souhaite conserver cette majorité tout en freinant l'élan obtenu par les partisans du président iranien. Les ex-présidents Khatami et Rafsanjani ont appelé à voter massivement pour les candidats réformateurs lors du vote de vendredi.
Le site de Petra en Jordanie fermé pour cause d'intempéries. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur les grottes font craindre des inondations et des glissements de terrain aux autorités qui ont obligé les touristes, qui ont dirigé les touristes vers un site adjacent connu sous le nom de Beda, la Petite Petra, un site archéologique vieux de 9000 ans et qui est le plus ancien site de l'histoire urbaine de l'humanité. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. Après Wallis et Futuna, le président français François Hollande a achevé sa visite en Polynésie française par un geste fort, la reconnaissance par l'État français de la dette nucléaire à l'égard de cet archipel grand comme l'Europe. 20 ans après les derniers essais nucléaires, retour sur une visite au cours de laquelle François Hollande n'a cessé de marteler qu'ici, c'est la France. Un sujet signé Marc Pope. Cela faisait 30 ans que les Polynésiens attendaient un geste fort de l'État français. Je reconnais que les essais nucléaires menés entre 1966 et 1996 en Polynésie française ont eu un impact environnemental, provoqué des conséquences sanitaires. Cette reconnaissance était une revendication des associations de défense des victimes. Le chef de l'État a par ailleurs annoncé officiellement une révision du traitement des demandes d'indemnisation des victimes pour qu'un plus grand nombre de dossiers aboutissent. Entre 1966 et 1996, 193 essais nucléaires ont été réalisés, dont 46 dans l'atmosphère. Un épisode traumatisant pour les populations locales de l'archipel du Pacifique. Pendant 2 ans, Jean-Luc Sens a travaillé au plus près de ces tests nucléaires. Aujourd'hui, il souffre d'ostéonécrose et d'infarctus répétés. Pour lui, ces annonces de François Hollande ne suffisent pas. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que toute personne qui développe une pathologie dite radio-induite et qui avait travaillé ou séjourné sur zone de sécurité, si elle développe une pathologie, il n'y a même pas à discuter, elle doit être indemnisée. Cette étape était la plus sensible du périple présidentiel dans le Pacifique. Avec ses déclarations, François Hollande a dit vouloir tourner la page du nucléaire en Polynésie. La Grèce est sur le point de craquer sous l'afflux de migrants après la fermeture des frontières de plusieurs pays limitrophes. Le HCR a d'ailleurs mis en garde ce mardi contre un chaos en Europe en raison de ces blocus. Dernier exemple en date, la Macédoine qui interdit désormais l'entrée aux Afghans sur son territoire. Des Afghans bloqués par centaines ont été évacués ce mardi dans la matinée. Direction à Athènes pour éviter les débordements à Idoménie. Athènes a bloqué le trafic des cars de migrants après leur arrivée au port de Pirée en provenance des îles grecques. 2 jours après le passage de Winston, l'aide internationale commence à arriver aux îles Fidji. L'urgence pour les secouristes est de parvenir à joindre rapidement les îles les plus isolées de cet archipel et qui en compte plus de 300, sans quoi le bilan pourrait bien s'alourdir. D'après les autorités, 29 personnes sont mortes. Les vents à plus de 320 km/h ont ravagé certaines communautés. Les infrastructures vitales du pays ont aussi été durement touchées. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé chacun leur plan d'aide de 4,3 millions d'euros au total. Les résultats partiels et plusieurs sondages donnent le non vainqueur au référendum organisé en Bolivie sur un possible 4e mandat pour Evo Morales. On attend toujours les résultats des régions favorables au plus ancien président en exercice d'Amérique latine. Si la tendance se confirme, il s'agirait de la première défaite politique de Morales au pouvoir depuis 2006. Il devrait donc alors quitter le pouvoir début 2020 à la fin de son 3e mandat. Les explications de Marie Schuster. Les journaux, les sondages et les résultats partiels l'annoncent tous largement perdant. Mais à quelques heures de l'annonce des résultats définitifs, Evo Morales ne s'avoue pas vaincu pour autant. Le président bolivien mise sur le comptage des votes dans les zones rurales pour inverser la tendance. Si avec le vote des zones rurales, les résultats changent, ils nous accuseront de fraude alors qu'en 2002, ils nous ont volé la victoire. Mais nous n'avons jamais dit qu'il s'agissait d'une fraude. Nous avons respecté les résultats et nous respecterons les résultats, que l'issue du vote soit le oui ou le non. Nous avons toujours respecté les résultats. En cas de victoire du non, le président bolivien a promis de quitter le pouvoir à l'issue de son mandat en 2020. Mais le discours présidentiel sur d'éventuelles fraudes électorales fait bondir l'opposition.
Les commentaires des membres du gouvernement sont irresponsables. Ils essaient de manipuler l'opinion afin d'installer le doute dans la tête des Boliviens. Ils ouvrent la voie vers une fraude dangereuse pour l'histoire de la Bolivie. Les accusations de corruption et de trafic d'influence visant le camp présidentiel ont largement contribué à la chute du président bolivien dans les sondages ces dernières semaines. Evo Morales est notamment accusé d'avoir favorisé l'entreprise dirigée par son ex-compagne pour l'obtention de marchés publics. Mais la popularité du premier président amérindien de Bolivie reste encore très forte dans le pays et tient surtout à ses succès dans la lutte contre la pauvreté. Et c'est ainsi que se referme ce journal en mon nom et au nom de mon réalisateur Charles de Gaulle Torfay. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue.